Donc, merci Sylvie. C'est donc en tant que neurobiologiste que j'interviens aujourd'hui. Et donc, le sujet c'est nos cerveaux, tous pareils, tous différents. En guise d'introduction, donc la question est celle-là. Qu'est-ce qui fait que nous tous, êtres humains, hommes et femmes, sommes à la fois si semblables et si différents? En d'autres termes, qu'est-ce qui en nous appartient au biologique et qu'est-ce qui en nous relève plutôt des influences sociales et culturelles? Il s'agit là évidemment de questions fondamentales qui ont été l'objet de débats passionnés depuis des siècles entre les philosophes et les scientifiques. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment l'étude du cerveau peut nous aider à apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Alors entrons donc tout de suite dans le vif du sujet et regardons d'un petit peu plus près ce cerveau humain. Ce qui frappe déjà immédiatement, c'est cette masse absolument exubérante de tissus nerveux avec ses circonvolutions et ses sillons et qu'on appelle le cortex cérébral. En fait, ce cortex se présente un petit peu comme une étoffe qui aurait dû se chiffonner pour arriver à tenir dans la boîte crânienne. On a pu, grâce à des méthodes informatiques, modéliser le cerveau et le cortex cérébral. Vous avez ici à gauche un vrai cerveau et à droite vous avez un cerveau modélisé. Et si virtuellement on déplisse ce cerveau modélisé, on tombe sur ce chiffre absolument étonnant de 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, ça fait quand même beaucoup. Alors quelques chiffres encore concernant ce cortex cérébral humain. Il occupe les 2/3 du cerveau. Dedans, les 3/4 des synapses qui sont les connexions entre les neurones y sont concentrées. Et surtout, sa surface est 10 fois plus étendue chez l'homme que chez le singe. Et c'est ça qui fait dire aux spécialistes de l'évolution que l'extension de surface du cortex cérébral humain distingue radicalement l'homme des autres espèces. Alors une question qui a passionné les chercheurs depuis très longtemps est de comprendre comment se fabrique ce cortex cérébral humain. Alors tout commence au moment de la fécondation, c'est-à-dire au moment de la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde. Les premières cellules de l'embryon vont commencer à se multiplier et puis progressivement elles vont se différencier, c'est-à-dire qu'elles vont acquérir une spécialisation. Les unes vont devenir des muscles, les autres vont devenir du squelette, des viscères et d'autres vont donner le système nerveux. Chez l'embryon humain, le système nerveux commence à se fabriquer entre 2 et 3 semaines, à un moment où l'embryon mesure 2 mm. Et tout se passe essentiellement sur la partie caudale de l'embryon, avec la formation de ce qu'on appelle la plaque neurale. Cette plaque neurale va se creuser pour former une sorte de gouttière, et les bords de cette gouttière vont se rassembler pour finalement constituer ce qu'on appelle le tube neural, qui sera l'ébauche de la moelle épinière. Ce schéma vous montre les différents stades de développement du cerveau jusqu'à la naissance. Ici, vous pouvez voir à 25 jours, là en bleu, le tube neural qui va donner la moelle épinière. Et plus en avant, ce tube neural va subir des torsions, il va y avoir des sortes de boursouflures pour donner ce qu'on appelle les vésicules céphaliques. Et à 100 jours, l'architecture globale du cerveau est déjà en place avec les hémisphères cérébraux, le cervelet, le tronc cérébral, le bulbe rachidien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre 100 jours et 9 mois, il va y avoir un développement considérable de la surface du cortex qui, d'un état lisse, va passer à un état plissé. On a pu estimer que dans l'embryon humain, jusqu'à la naissance, il y a environ la formation de 250 000 nouveaux neurones par minute. Alors, à la naissance, une chose très importante à garder en mémoire,
est que les neurones cessent de se multiplier et le nouveau-né se trouve avec un stock de 100 milliards de neurones. Vous avez, et ce n'est pas justement ce qui est important de voir, c'est que l'embryon se retrouve avec ses 100 milliards de neurones, mais la fabrication du cerveau n'est pas terminée pour autant. En effet, les connexions entre les neurones, qu'on appelle les synapses, sont à peine ébauchées et 90% des synapses vont se former après la naissance. Vous avez représenté ici une coupe, plusieurs coupes qui ont été faites dans le cortex cérébral, ici à la naissance, et là aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois et 24 mois. Et quand on fait un examen microscopique de ces coupes, on s'aperçoit que la densité des neurones est la même, mais ce qui change de façon flagrante, ce sont les ramifications entre les neurones qui témoignent de la formation de nouvelles synapses. Et chez l'adulte, on considère en moyenne qu'il existe 100 000 synapses par neurone. Alors, si on fait un petit peu le bilan de tout ça, on se retrouve donc avec un cerveau humain adulte qui a 100 milliards de neurones et lesquels sont connectés par 1 million de milliards de synapses. Il s'agit là vraiment de chiffres astronomiques puisque c'est bien plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie. Alors pour en arriver là, il y a deux processus qui sont à l'œuvre. Il y a d'une part la formation de nouvelles connexions, de nouvelles synapses, et il y a aussi l'élimination des synapses superflues. Et c'est à ce moment-là, dans ces deux processus, que le rôle de l'expérience va être fondamental. Pour vous illustrer précisément le rôle de l'expérience, nous allons prendre l'exemple de la construction des voies visuelles, des voies nerveuses, de la vision. Des expériences ont montré que si on prend des petits chats à la naissance et qu'on les élève pendant 3 mois dans l'obscurité, quand ensuite on les remet à la lumière, ces petits chats seront aveugles alors que leurs yeux sont en parfait état. Et on peut avoir aussi des phénomènes similaires chez l'homme où il existe des cas de cataracte précoce chez l'enfant où le cristallin s'opacifie. Et s'il n'y a pas d'opération faite à temps, il y aura ce qu'on appelle des phénomènes de cécité cérébrale. Donc ces observations illustrent le fait que la stimulation de l'œil par la lumière est indispensable à la bonne connexion des neurones qui transportent les informations visuelles vers le cerveau. Donc nous allons voir ensemble comment tout ça se passe un petit peu en rentrant dans les détails. À partir de chaque œil, les neurones de la rétine émettent des prolongements. Ces prolongements se rassemblent pour former les nerfs optiques. Les nerfs optiques rentrent dans le cerveau. Une partie des fibres vont se croiser. Ensuite, à l'intérieur du cerveau, il va y avoir un relais dans un endroit qu'on appelle le corps genouillé. Et de là, d'autres neurones vont partir vers le cortex cérébral. Vous avez ici représenté la situation qu'on peut observer chez le nouveau-né. Là, vous avez ce corps genouillé avec les neurones correspondant à l'œil gauche et à l'œil droit. Et on peut voir qu'au niveau du cortex, les terminaisons sont mélangées. Par contre, chez l'adulte, la situation est très différente parce que chaque neurone de l'œil gauche ou de l'œil droit a son propre territoire. Et c'est d'ailleurs ce processus de ségrégation des territoires qui permet la vision stéréoscopique, c'est-à-dire la vision en relief. Et pour que ce processus se produise, l'œil a besoin d'être stimulé par la lumière. Alors, autre point illustré ici qui est aussi très important à considérer, si par exemple il y a une occlusion de l'œil droit, on va pouvoir observer que les neurones de l'œil gauche vont empiéter sur le territoire de l'œil droit. Donc l'ensemble de ces observations vous illustre une notion qui est très importante, qui s'appelle la notion de plasticité cérébrale,
qui fait que les connexions entre les neurones évoluent en fonction de l'expérience vécue. D'où évidemment l'importance et le rôle fondamental de l'environnement dans la construction du cerveau, avec d'une part l'influence de tout ce qu'on peut trouver dans le milieu intérieur, plus précisément la présence par exemple dans le sang d'hormones ou de certains produits toxiques ou d'agents pathogènes qui sont susceptibles d'influencer sur la formation des synapses. Et il y a bien sûr évidemment tout ce qui concerne l'influence du milieu extérieur avec les interactions familiales et sociales, tous les aspects culturels et tout ce qui en général correspond à l'histoire de l'individu. Alors cette notion de plasticité cérébrale est maintenant démontrée de façon absolument superbe grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM, qui permettent désormais de voir le cerveau vivant en train de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'auparavant, nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau soit étaient associées à des observations anatomiques de cerveau qui étaient conservées dans le formol, donc la personne était déjà morte, et sinon, il y avait aussi des indications qui viennent de la clinique et des pathologies du système nerveux, mais il était toujours difficile d'accéder au fonctionnement intime du cerveau chez des sujets sains. Et bien maintenant, nous avons enfin les outils adéquats et il y a eu un certain nombre d'expériences qui sont là, qui apportent de façon absolument flagrante la démonstration de la réalité de la plasticité cérébrale. Premier exemple, cette expérience qui a été réalisée sur le cerveau de pianistes. Il faut dire que depuis un certain temps, les musiciens sont les sujets favoris des spécialistes de l'IRM, parce qu'en effet, un musicien professionnel, c'est quelqu'un qui, dès le plus jeune âge, a pratiqué de façon intensive un instrument et qui continue à l'âge adulte également à s'exercer ses talents de musicien. Et donc, ces circonstances sont assez favorables pour qu'on puisse imaginer qu'il puisse y avoir des répercussions dans le cerveau. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Là, par exemple, chez les pianistes, on peut observer un épaississement des régions cérébrales qui contrôlent la coordination des doigts ainsi que la vision et l'audition. Et chose très intéressante, c'est que ce phénomène d'épaississement dépend du temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Là, on va passer à une autre expérience qui est une expérience qui illustre également la plasticité, mais cette fois-ci chez l'adulte. Il s'agit d'expériences encore en IRM qui ont été faites chez des chauffeurs de taxi londoniens. Et on a pu montrer que chez ces personnes, il existe une extension des régions cérébrales qui contrôlent l'orientation dans l'espace et la mémoire spatiale. Et à nouveau, ce phénomène est proportionnel au nombre d'années d'expérience de conduite des chauffeurs de taxi. Autre très belle expérience de plasticité, cette fois-ci chez des sujets à qui on apprend à jongler avec 3 balles. Ce qui n'est pas un exercice très facile. Alors au bout de 3 mois, quand les sujets sont suffisamment entraînés et qu'ils arrivent à maîtriser le jonglage, on peut observer qu'il existe un épaississement au niveau du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la vision et la coordination motrice. Et chose intéressante, si par exemple les sujets cessent de s'entraîner, on pourra voir une régression des zones qui étaient auparavant mobilisées. On continue avec la plasticité cérébrale et cette fois-ci avec des exemples qui sont associés à des cas pathologiques suite à une amputation. Vous savez probablement qu'il existe à la surface du cortex cérébral des zones qui sont spécialisées pour traiter les informations sensorielles du corps, informations sensorielles, c'est-à-dire le tact, le chaud, le froid, la douleur. Et les régions qui traitent les informations issues des jambes et du tronc sont situées à cet endroit-là. Ici, vous avez les zones qui traitent les informations issues de la main.
et là les informations issues du visage. On peut remarquer que ces deux régions-là sont assez vastes parce qu'elles correspondent à des zones qui en périphérie sont très innervées. Donc on se retrouve dans une situation qui fait qu'il y a une sorte de carte du corps qui se trouve là représentée à la surface du cortex. Et si on essaye de traduire cette carte en 3 dimensions, on tombe sur un petit bonhomme comme ça, qu'on appelle un homonculus, et dont les proportions correspondent à celles des cartes corticales. Alors que se passe-t-il après amputation? Vous avez ici à gauche la situation que je vous décrivais, qui est la situation normale. Et là, voilà ce qui se passe au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, on s'aperçoit que la zone correspondant au visage a complètement envahi la zone de la main. Alors on peut s'imaginer qu'une telle réorganisation des circuits du cortex cérébral puisse parfois ne pas se faire toujours de façon harmonieuse, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une sorte de brouillage dans le traitement des informations sensorielles. Et c'est effectivement le cas dans ce qu'on appelle les douleurs du membre fantôme. Il existe des cas qui sont hélas pas rares, de situations où les personnes amputées subissent en fait des décharges de douleurs très très violentes et comme si leur membre existait toujours. Et là, cette douleur est là malheureusement de façon chronique. Et ces douleurs du membre fantôme sont très difficiles à traiter. Souvent, elles résistent à la morphine. Nous allons y revenir tout à l'heure. Là, on va continuer avec les effets de l'amputation et en particulier les effets de la greffe d'une main. Quelques rares patients ont pu bénéficier de ces greffes et quand la greffe prend, on peut observer progressivement une recolonisation de la zone de la main dans le territoire qui auparavant avait été pris par le visage. C'est ce que vous voyez ici, là, à 2 mois et là, à 5 mois. Alors revenons, si vous le voulez bien, à cette question du membre fantôme et de la douleur du membre fantôme, avec cette expérience totalement fascinante qui a été faite chez des personnes qui ont été amputées de l'avant-bras. Donc ces personnes qui souffrent donc de douleurs très violentes, on les soumet à un petit exercice. Elles sont assises devant une table avec un écran et cet écran est relié à un système vidéo qui leur donne l'illusion que leur bras manquant existe et même qu'il bouge. Quand on soumet la personne à ce genre d'exercice 3 fois par semaine, progressivement, les personnes déclarent ressentir de moins en moins la douleur et au bout de 2 mois, il y a même des cas où la douleur est totalement abolie. Alors on est allé plus loin et on a regardé dans le cerveau de ces personnes qu'est-ce qui se passe. Donc on les a on les a mis dans la machine IRM, ils se sont allongés dans la machine et on leur a donné la consigne suivante qui est donc d'imaginer que leur avant-bras manquant bouge. Donc avant l'entraînement, quand on demande cette consigne au sujet amputé, il ne se passe pas grand-chose dans le cerveau, mais ensuite, après l'entraînement, quand la douleur a régressé et qu'ils imaginent donc que leur avant-bras bouge, à ce moment-là, on voit des activations du cortex comme si l'avant-bras existait réellement. Donc, ces expériences montrent que l'illusion visuelle du bras restaure l'activité des zones du cortex qui auparavant contrôlaient cet avant-bras. Donc l'ensemble de ces exemples sont vraiment illustratifs de ce que représente ce phénomène de plasticité cérébrale qui fait que l'expérience, qu'elle soit concrète ou imaginaire, modifie la structure de nos circuits de neurones. Alors on peut aller un petit peu plus loin dans le questionnement et se demander qu'est-ce qu'il se passe au niveau microscopique.
Est-ce que les modifications que l'on peut observer par l'imagerie cérébrale, qui sont quand même relativement globales, est-ce que ces modifications se traduisent réellement par la fabrication de nouvelles synapses? Alors chez l'homme, il est impossible de répondre à cette question, mais par contre, on peut y répondre chez la souris, mais pas chez n'importe quelle souris, chez des souris qui ont été génétiquement modifiées. En l'occurrence, il s'agit de souris dans lesquelles on a introduit le gène d'une protéine fluorescente qui est fabriquée par les méduses. Et le résultat est que ces souris possèdent des neurones fluorescents. Par ailleurs, elles vont très bien, elles se reproduisent très bien et ce sont des souris très précieuses puisqu'elles ont des neurones qui brillent. Alors voilà l'expérience en question. Donc on prend une souris génétiquement modifiée, on l'anesthésie bien profondément et on fait au-dessus du crâne une petite fenêtre. Au-dessus de cette petite fenêtre, on va mettre un microscope très puissant qui détecte la fluorescence. Et on va pouvoir observer à ce moment-là ce genre de photos, c'est-à-dire que là, vous voyez des terminaisons nerveuses qui sont un petit peu enchevêtrées. Et si on regarde avec un grossissement plus fort, on peut observer sur ces terminaisons des petites épines. Et ces petites épines sont précisément les lieux où se trouvent les synapses. Alors on fait ça le premier jour. Ensuite, on referme la petite fenêtre sur le crâne, on remet la souris dans sa cage, tout va très bien, et on la reprend le deuxième jour, etc., etc. Et on va suivre comme ça, au cours du temps, les petites épines sur les terminaisons nerveuses qu'on a choisi d'étudier. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'au cours du temps, il y a des nouvelles épines qui pointent et il y a des épines qui régressent. C'est-à-dire qu'on a vraiment là, sous l'œil du microscope, vraiment online, si j'ose dire, la fabrication ou l'élimination des synapses. Donc maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale, qui fait que le fonctionnement et la structure du cerveau évoluent en fonction de l'apprentissage et de l'expérience vécue, vous comprenez aisément pourquoi nous avons tous des cerveaux différents. C'est ce que montrent en particulier des toutes nouvelles techniques d'imagerie cérébrale qui sont encore plus performantes que les techniques d'IRM. Il s'agit des techniques qui s'appellent la magnétoencéphalographie et qui permettent d'avoir une observation du cerveau non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Là, dans cette expérience, on a demandé au sujet de faire une tâche de perception visuelle. Vous avez là 3 sujets différents avec les cerveaux qui sont vus sous différents angles. Et chose absolument frappante, c'est que déjà dans une tâche de perception visuelle, vous voyez que de très nombreuses zones du cerveau s'activent et surtout que d'un sujet à l'autre, ce ne sont pas forcément les mêmes zones. Donc là, vous avez vraiment une très belle illustration de ce phénomène de la variabilité entre les individus dans le fonctionnement du cerveau. Je vais vous en donner un autre exemple où cette fois, vous allez servir de cobaye. On va faire ensemble un petit test. Il s'agit du test de la Tour de Londres, qui est un test qui est fréquemment utilisé par les neuropsychologues pour tester certaines fonctions associées à la mémoire. Et en particulier, il y a des altérations de ces fonctions chez les patients Alzheimer. Donc vous allez pouvoir avoir une estimation de vos capacités de mémoire. Voilà, le but du jeu est le suivant. Donc à partir de la configuration du bas, il faut imaginer des déplacements de boules pour arriver à la configuration du haut. Ici, c'est une situation de contrôle et la réponse est immédiate. Il suffit de déplacer une boule pour passer du bas en haut. Je crois que ça, c'est facile. Enfin, facile. Nous passons précisément à la situation facile, où là, il faut un peu plus de déplacement de boule. Donc, je vous laisse faire le petit exercice.
Donc la réponse est 3. Hein, la réponse est 3. Donc là, vous prenez celle-là, vous la mettez là. 1, 2 et 3. D'accord? Je recommence ou c'est bon? Ça va. Donc maintenant, nous passons à la situation difficile. Allez-y. Normalement, le sujet, il a 15 secondes pour répondre. Enfin, ils sont exercés. Hein. Donc la réponse est 5. La réponse est 5. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous rendre compte que ce test apparemment plutôt simple, en fait, ne l'est pas du tout. Parce qu'il fait appel à un certain nombre de fonctions cognitives hein, qui sont assez élaborées. C'est un petit peu comme au jeu d'échecs. Il faut élaborer mentalement plusieurs déplacements possibles. Ensuite, il faut les mettre en mémoire pour les comparer. Et puis après, il faut choisir la meilleure solution. En fait, dans cette expérience, vous êtes un petit peu, sans le savoir, comme M. Jourdain, mais vous êtes en train de faire des manipulations de représentation mentale. Et c'est cette capacité de manipuler les représentations mentales qui, pour nous, au quotidien, font que nous avons ces capacités de raisonnement et de planification de nos actions dans le temps et dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant ce fameux test de la Tour de Londres? Donc, on a fait une expérience en IRM. On a pris 4 sujets femmes et 4 sujets hommes. Et chose très importante, tous les sujets avaient les mêmes performances. Ils étaient tous aussi bons pour faire le test. Ce qu'on voit, c'est que chez les femmes, il y a une grande variabilité dans l'activation du cerveau. Certaines vont activer plutôt les zones antérieures, d'autres vont activer plutôt des zones postérieures. Et chez les hommes, on observe aussi toute cette variabilité dans l'activation du cerveau. Donc, si on fait un petit peu le bilan de cette expérience, ça revient à dire que pour atteindre des mêmes performances, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes. Et le résultat de tout ça, c'est que la variabilité dans l'activation du cerveau entre les individus d'un même sexe dépasse la variabilité entre les sexes. Alors cette observation-là est très importante à considérer pour essayer de remettre un petit peu à leur place un certain nombre d'idées reçues. Exemple d'idées reçues. La communication entre les deux hémisphères est plus développée chez les femmes. Vous voyez ce genre d'affirmation un petit peu partout dans les magazines et dans les médias. En l'occurrence, cette affirmation est basée sur une étude qui a été publiée en 1982 et qui montrait que le corps calleux, qui est ce faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères cérébraux, est plus épais chez les femmes que chez les hommes. Alors en conséquence, certains n'ont pas hésité à dire que les femmes seraient donc plus douées pour activer simultanément les deux hémisphères, ce qui expliquerait qu'elles sont capables de mener à bien plusieurs tâches simultanément, alors que, on le sait bien, les hommes ne sont capables que de faire une seule chose à la fois. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que cette expérience, donc, qui date de 1982, avait été réalisée chez 20 sujets, en l'occurrence sur 20 cerveaux conservés dans le formol. Depuis 1982, bien évidemment, de très nombreuses études anatomiques ont été réalisées sur le cerveau des hommes et des femmes, et surtout avec des méthodes bien plus performantes comme l'IRM. Et le bilan de ces études a été publié en 1997. Il porte cette fois-ci sur 2000 sujets. Et le résultat est que statistiquement, on ne trouve pas de différence entre les hommes et les femmes concernant l'épaisseur du corps calleux.
Autre idée reçue extrêmement populaire, les femmes sont plus douées pour le langage que les hommes car elles utilisent les deux hémisphères pour parler. Donc cette expérience est-elle issue, enfin cette déclaration est-elle issue d'une expérience qui a été publiée en 1995 et qui avait été faite chez 20 sujets hommes et femmes et qui utilisait donc l'IRM pour regarder quelles sont les zones du cerveau qui s'activent pendant une tâche de langage. Donc l'expérience décrivait que chez les hommes, dans cette tâche de langage, un seul hémisphère était activé, alors que chez les femmes, les deux hémisphères s'activaient. Bon, il s'agissait à l'époque d'un résultat intéressant et intrigant. Et bien sûr, depuis, de nombreuses autres équipes de recherche se sont penchées sur la question. Le bilan de toutes ces études a été publié l'année dernière, en 2004. Il porte cette fois sur 700 sujets, femmes et hommes. Et le résultat est qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les sexes concernant la répartition des aires du langage. En fait, quand on a affaire à des expériences qui utilisent un nombre important de sujets, il s'avère que les différences qu'on pouvait observer entre les sexes se trouvent gommées. Et ceci n'est pas du tout étonnant compte tenu de la variabilité entre les individus dans la répartition des aires du langage. Alors, autre sujet particulièrement propice aux idées reçues, les tests psychologiques. Un certain nombre d'études ont montré qu'il existe des tests où les femmes sont meilleures que les hommes. Il s'agit principalement de tests de perception visuelle où il faut reconnaître des objets identiques et des tests de fluence verbale qui consistent à énoncer un maximum de mots commençant par une même lettre. Par contre, les hommes sont meilleurs dans des tests où il faut imaginer une rotation mentale d'un objet dans les 3 dimensions de l'espace. Et les hommes sont également meilleurs pour atteindre une cible. Alors réfléchissons un petit peu ensemble à la signification de ces différences de performance entre hommes et femmes. Premièrement, le fait de montrer l'existence de ces différences ne permet déjà en aucun cas d'en déduire si elles sont d'origine innée ou d'origine acquise. On remarquera cependant que ces différences ne sont détectées qu'à partir de l'adolescence, que d'autre part, elles disparaissent avec l'apprentissage, c'est-à-dire que si les sujets sont soumis pendant une semaine à ces tests, finalement, les scores vont s'égaliser. Et enfin, il a été montré que ces différences sont plus marquées chez les Américains blancs comparativement aux Noirs et aux Asiatiques, ce qui laisse penser que tout ce qui relève de l'éducation et de la culture puisse jouer un rôle dans la genèse de ces différences. Et c'est d'ailleurs bien ce que montrent un certain nombre d'études sociologiques qui soulignent le rôle de l'éducation. Dans nos sociétés occidentales, les petits garçons évoluent davantage dans ce qu'on appelle la sphère publique. Ils vont davantage jouer dehors, on les incite à pratiquer en particulier des jeux collectifs de plein air comme le football. Et là, c'est une situation qui est vraiment idéale pour très jeunes apprendre à se repérer dans l'espace. Et ce genre d'expérience précoce va bien sûr, pourquoi pas, influencer la formation des synapses dans les régions qui contrôlent la mémoire spatiale et l'orientation. Au contraire, les petites filles, elles, sont plutôt dans la sphère privée, à la maison, qui est une situation qui est bien plus propice pour arriver à exprimer ses émotions, pour communiquer et pour donc s'exercer davantage au langage. Autre sujet souvent évoqué pour expliquer les différences entre les hommes et les femmes, la préhistoire. Le scénario est le suivant. L'homme, chasseur et guerrier, partait au loin, évidemment, à la recherche d'un mammouth. Il fallait que pour mener à bien cette tâche, il puisse être doué du sens de l'orientation pour ensuite rentrer le soir à bon port.
Par contre, la femme, elle, restait plutôt dans la caverne et s'occupait des enfants, qui est une situation bien plus propice pour s'exercer au langage. Alors ce genre de spéculation, en fait, fait un petit peu sourire les spécialistes de la préhistoire. Parce que quand on leur demande ce qu'ils en pensent, ils vous diront qu'il n'existe jusqu'à présent aucun indice, qu'il s'agisse d'objets, de fossiles, de peintures rupestres, qui permettent de reconstituer la vie sociale de nos ancêtres, et encore moins de savoir comment était la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Par contre, les études qui sont celles des anthropologues et des ethnologues sont très importantes pour nous éclairer sur ces questions. Si l'on étudie partout sur la planète les différentes civilisations, avec les différentes traditions, les croyances, les règles sociales, les œuvres d'art, tout ce qui relève de l'organisation humaine, ce qui est flagrant, d'abord et avant tout, c'est la diversité. Or, cette diversité est le reflet de cette capacité infinie d'imagination et de création qui est le propre du cerveau humain. Ce cerveau humain, finalement, il ne vient pas de nulle part. Ce cerveau humain, il est le fruit d'une longue évolution qui a conduit au développement très spécifique d'une région qui est là, qui c'est la région du cortex préfrontal, qui se trouve donc à l'avant du cerveau. Et ici, on peut voir que chez l'humain, ce cortex préfrontal occupe environ 30% de l'ensemble du cerveau, contre moins de 10% chez le singe. Et c'est ce cortex préfrontal qui permet les fonctions cognitives les plus élaborées, comme le raisonnement, la conscience, la projection dans l'avenir, la pensée abstraite et l'imagination. Et ce cortex préfrontal joue un rôle également de superviseur des instincts fondamentaux, c'est-à-dire que l'homme, grâce à son cortex préfrontal, est le seul à pouvoir dire « demain, je me suicide, demain, je fais une grève de la faim, demain, je rentre au couvent ». En d'autres termes, on peut dire que le cortex préfrontal a permis à l'homme de se libérer des lois dictées par les gènes pour finalement acquérir cette liberté qui lui permet de penser, d'imaginer et de rêver. Et c'est ce qu'a très bien exprimé François Jacob, grand biologiste et prix Nobel de médecine, qui donc, dans ce très joli livre qui s'appelle « Le jeu des possibles », déclarait « Chez les organismes plus complexes, le programme génétique devient moins contraignant, en ce sens qu'il ne prescrit pas en détail les différents aspects du comportement, mais laisse à l'organisme la possibilité de choix. L'ouverture du programme génétique augmente au cours de l'évolution pour culminer avec l'humanité. Comme tout organisme vivant, l'être humain est génétiquement programmé, mais programmé pour apprendre. » Et je terminerai par cette autre phrase du peintre Francis Picabia, qui, à sa façon, avait très bien compris les propriétés de plasticité cérébrale, puisqu'il déclarait « Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction ». Je vous remercie.